Cette présentation s'appuie très largement sur un article que nous avons fait, les 4 auteurs sont ici, publié récemment dans la Revue française de géotechnique, dans le cadre du numéro spécial ouvrage emblématique des années 90, si je me souviens bien. Alors les signataires de l'article et de la présentation sont ici, moi-même, donc Terrasol, j'étais à l'époque conseil du groupement d'entreprises qui faisait la galerie, Jean-Louis Durville était au LCPC à l'époque, a plutôt suivi l'aspect glissement de terrain. Et puis deux locaux, les locaux de l'étape, Jean-Paul Folacci qui était géologue du CT Méditerranée et Serge Taramorsi qui était à la DDE des Alpes-Maritimes. Voilà la référence de l'article, je n'en dirai pas plus. Donc on va faire une petite présentation très rapide du projet. Ensuite Jean-Louis interviendra sur le glissement de la clapière et notamment l'aspect gestion d'un risque naturel majeur qui a eu une incidence sur le projet. Et puis je reviendrai pour parler de la galerie de dérivation avec le projet, les travaux et bien sûr quelques conclusions. Alors le contexte du projet, vous avez à gauche une vue de la région, donc Nice, Saint-Laurent-du-Var, la vallée de la Tinée qui remonte plein nord, et puis en vert, la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, donc qui est un peu au fond de la vallée de la Tinée, et le petit glissement de la Clapière. Enfin, le cadre est en gros, mais le glissement à cette échelle-là n'est pas très loin. Alors, j'insiste un petit peu sur cette présentation, parce qu'on voit qu'on est à, je ne sais plus, à peu près 80 km de la mer, dans une vallée qui est très isolée. C'est pas un cul-de-sac, mais après ça donne sur le col de... Ça y est, le nom m'échappe, enfin peu importe. En tout cas, cette vallée est le seul accès depuis la mer à Saint-Étienne-de-Tinée. Et à gauche, un zoom sur le village de Saint-Étienne-de-Tinée, la rivière qui passe ici, la route d'accès qui est en jaune, et puis le glissement de la Clapière qui est en rive gauche de la vallée. Voilà une vue du glissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un glissement qui était en gros connu depuis les années 30, qui a beaucoup évolué et de façon un peu inquiétante, enfin, de plus en plus inquiétante. Et il y avait eu à l'époque, dans les années 80, 87 je crois, une catastrophe en Italie, Valpola, où il y avait eu un glissement naturel qui avait créé un glissement de terrain qui avait créé un barrage dans la vallée. Le barrage s'était rempli, a cédé, et d'une part ça a inondé le village qui était en amont, un petit peu comme ici, et puis ça a créé une vague en aval. Il y a eu quand même, je crois, quelques dizaines de victimes à l'époque. Donc on était dans un contexte assez anxiogène, comme on dirait maintenant, d'un glissement qui pouvait évoluer et venir comme ça. Donc finalement, il a été décidé, j'y reviendrai un peu plus, mais c'est juste pour vous présenter le contexte, de créer une dérivation de la Tinée par la galerie qui est représentée en rouge ici, avec une attaque intermédiaire dont on viendra, pour, en cas d'événement, de survenance du glissement majeur créant un barrage, que l'eau de la Tinée puisse partir de l'amont et revenir vers l'aval. Jean-Louis. Bonjour, oui. Donc, 3 mots sur la géologie. Donc, on est à la limite entre le massif ancien du Mercantour, que vous voyez sur la droite, là, et puis à gauche, on a le contact des formations sédimentaires, discordantes. Donc, vous avez ce profil de la vallée, vous voyez l'échelle de hauteur de 1000 mètres, la vallée vers 1000 mètres, et le sommet du glissement, vous voyez, ça fait quand même 800 mètres de haut de glissement. La galerie est positionnée, mais enfin, en fait, elle va se déplacer là-dedans. Alain montrera qu'en fait, elle se déplace dans les différentes couches, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis alors, vous avez dessiné cette zone en glissement, un peu schématisée, mais alors que le massif ancien, vous voyez, il a plutôt une schistosité, on va dire une foliation rentrante, donc a priori favorable, mais on a un phénomène un peu de type basculement de couches, fauchage, qui probablement, en tout cas, suffit à dégrader la qualité mécanique du massif,
et puis finalement a dégénéré en glissement, malgré la présence d'une barre qu'on appelle la barre d'Iglière, indiquée avec le I, là, qui est beaucoup plus rigide, mais qui a fini par casser. Bon, alors on peut aussi imaginer un peu des phénomènes tectoniques, mais enfin bon, en tout cas ça explique relativement bien le phénomène. Alors de l'autre côté, vous avez au contact, mais donc Alain en parlera, des terrains beaucoup moins sympathiques, argile, calcaire, gypse, etc. Et puis la vallée remplie par des formations fluglo-glaciaires, puisque bien entendu, il y a eu un glacier au Quaternaire qui est monté à peu près jusqu'à la côte 1800, un peu au changement de pente que l'on voit sur la droite. Bon, donc géologie, alors bien entendu, tout le massif ancien, il a subi toute la tectonique hercynienne. Bon, on peut dessiner une zone où ce fauchage s'est manifesté, qui serait ce lobe que je vois en gris, mais je ne suis pas bien... Okay, c'est bon. D'accord. Et puis le glissement qui est représenté avec la barre d'Iglière, vous voyez, qui est à mi-versant. Bon, et alors vous avez des directions tectoniques sur lesquelles le glissement s'est un peu moulé. Alors vous avez la vallée de la Tinée qui est là au fond, remplie d'alluvions, bien entendu, sur lequel le glissement, petit à petit, au cours des années, des dernières décennies, enfin du XXe siècle en tout cas, s'est avancé, le glissement, il s'est avancé sur les alluvions. Et alors vous avez ici une coupe, un schéma très schématique, je dois dire, mais enfin en tout cas où on voit un rôle très probable du glacier qui a creusé une vallée en U, comme disent les géographes, et à la fonte des glaces, une possibilité de déstabilisation. Donc ça, il y a déjà évidemment plusieurs milliers d'années. Bon, avec, mettons, ce début de mouvement de basculement et puis de rupture. Voilà, donc 10 000 ans. Alors, le glissement, oui, 1,2 km², 50 millions de mètres cubes. Vous avez sur la photo, vous voyez bien donc l'escarpement principal qui fait à peu près 100 mètres de haut quand on est en 2000, par exemple. Et puis, évidemment, des ruptures secondaires, par exemple, ce lobe nord-ouest, c'est pas complètement homogène. Ici, une espèce de rétrogression de la partie supérieure sur la droite. Voilà. Mais tout l'ensemble, en tout cas, descendait dans la vallée de façon assez inquiétante. Bon, alors, en fait, oui, années 1930, 1950, force d'évolution, années 70, quand même là où on s'inquiète beaucoup, et ça a été le début d'une mise en place d'une auscultation, alors notamment par des mesures de distance depuis le versant d'en face, alors au début des mesures manuelles, faites tous les, mettons, une fois par semaine, enfin, donc, et puis petit à petit, bien sûr, automatisation, et il faut bien voir que c'est quand même un peu le premier site en France où on a installé un système de suivi automatisé. Bon, aujourd'hui, c'est devenu classique, je veux dire, et à la portée de tout le monde, si je puis dire. Mais à l'époque, c'était vraiment très nouveau. Et donc, mise en place de deux appareils de mesure pour avoir une espèce de vue en stéréo. Et donc, mesures manuelles et puis mesures ensuite qui se sont automatisées. Et alors, les courbes, bon, les voici. Bon, je dois dire qu'Alain a un peu dilaté l'échelle verticale pour impressionner, mais en dehors de ça, il y a quand même une certaine augmentation, vous serez d'accord avec moi. Alors, on y voit des fluctuations saisonnières qui correspondent aux saisons de fonte des neiges ou pluie, etc. Il est évident que l'eau dans le massif a un rôle majeur, mais il y a quand même cette évolution, fin des années 86, 87, évidemment très inquiétante, et ce qui a commencé à susciter des idées de traitement ou de solutions. Voilà, 5 à 10 cm par jour à la fin, vous voyez. Bon, c'est pas grand-chose, 5 à 10 cm par jour, mais quand il s'agit de 50 millions de mètres cubes qui sont perchés sur la vallée, c'est quand même un peu impressionnant. Vas-y. Bon, alors, historique des mouvements. Alors, scénario envisagé. Ben là, c'est... Oui, tu reprends là? Non, oui, bon. Encore. Donc voilà, enfin évidemment, donc, oui, on retrouve la vallée. Alors, vous voyez que s'il y a ce décrochement rapide, enfin cet éboulement, barrage de la vallée, donc le village en partie inondé à l'amont, et puis risque de débordement, rupture brutale,
qui peut atteindre, avec un flot qui peut atteindre Saint-Sauveur de Tinée, voire descendre de toute la vallée. Bon, il n'y a pas des enjeux majeurs, comme si je fais le pendant avec Séchilienne du côté de Grenoble, où à l'aval de Séchilienne, il y a des industries chimiques, il y a la ville de Grenoble. On n'a pas l'équivalent, enfin, il y a quand même des enjeux à l'aval, et puis des enjeux aussi avec Saint-Sauveur de Tinon. Donc voilà, un risque important. Oui, formation du barrage, inondation, rupture du barrage, onde de crue. Et alors, effectivement, comme l'a indiqué Alain, cet événement en Italie qui était aussi, enfin pour nous en tout cas, un premier événement visible, proche, qu'on est allé voir et qui tout de même inquiétait beaucoup. Encore une fois, c'est quand même un peu en France, peut-être un peu plus qu'en France, mais vraiment une des premières manifestations de grands glissements majeurs, surveillés, avec des risques majeurs. Voilà, bon après, les choses se sont multipliées. Donc, renforcement du suivi, petit à petit, on a multiplié les points de mesure, création d'un plan hors sec pour éventuellement, en cas de catastrophe. Oui, bien sûr, un suivi pluviométrique, fonte de neige, pluie, dont on voit la corrélation avec les mouvements. Et puis voilà, on arrive à des solutions, des propositions de solutions que Alain va nous trouver. Oui, donc en 88, suite à cette accélération quand même très significative du glissement, les autorités ont lancé des études, et notamment une étude du BRGM et du CT à l'époque, qui ont fait une revue assez complète des solutions de mitigation du risque. Alors, ont été envisagées à la fois des mesures curatives et des mesures préventives. Mesures curatives, une fois le glissement majeur survenu, on avait regardé la possibilité de faire un chenal à travers le barrage naturel qui a été écarté parce que c'était déjà dangereux à réaliser, et puis très lourd, ça faisait 250 000 m3 à évacuer, a priori dans un délai très rapide. Le pompage direct des eaux du lac créé, alors je ne connais pas trop ces techniques-là, mais enfin ça avait été jugé irréaliste. Il fallait 6500 groupes de motopompes de paupiers refoulés sur 30 mètres de hauteur, 20 canalisations de 1,20 m de diamètre sur 1 km, etc., etc. Déblaiement des terrains éboulés, bon, à l'évidence, c'était pas raisonnable, on va dire. Création d'une conduite de trop-plein en rive droite, ça avait été considéré comme impossible dans les délais après avoir calculé qu'en cas si le glissement se produisait en régime de forte pluie, il fallait à peine 2 mois pour remplir le lac. Donc, créer une conduite comme ça en 2 mois, c'était pas envisageable. Les mesures préventives, confortement du glissement, bon, sur 50 millions de mètres cubes, je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu être. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu des études pour savoir ce qu'il aurait fallu faire. Puis en plus, intervenir dans le glissement, vu les mouvements qu'il y avait, c'était quand même particulièrement dangereux. Il avait évoqué un déclenchement volontaire du glissement par explosif. Bon, d'une part, c'était certainement pas facile. Et puis, si on déclenchait le glissement, là, on était sûr d'avoir le barrage. Alors, c'est de façon maîtrisée, mais déplacement du village de Saint-Étienne de Tinée qui a été évoqué. Outre le fait que c'était difficilement acceptable, ça ne résolvait pas les risques d'inondation de la vallée à aval. Construction de barrages en amont pour éviter le remplissage du lac. La topographie ne permettait pas de l'envisager de façon suffisamment pertinente. Créer un tapis drainant. Oui, avant que le barrage se crée, ils se sont dit on va faire un tapis drainant, et puis si le barrage arrive, l'eau passera par le barrage. Alors, il fallait des débits de quelques dizaines de mètres cubes. Alors, on pouvait faire de façon réaliste quelque chose qui pouvait évacuer quelques dizaines de mètres cubes, alors que le débit de crue de la Tinée peut dépasser 100 mètres cubes. Mobilisation préalable de dispositifs de pompage. Donc ça, c'était une solution qui pouvait être une mesure d'accompagnement, mais toujours pareil, très compliquée et coûteuse, c'était la seule solution. Et donc finalement, ensuite canalisation de la Tinée, a priori par des buses ou tranchées enterrées,
Ça faisait 2,5 km de tranchées enterrées à grande profondeur vu la topographie, ça dans des alluvions qui elles-mêmes étaient en mouvement parce que poussées par le glissement de terrain. Donc là encore, ça a été écarté pour retenir finalement la solution d'un ouvrage souterrain de dérivation entre l'amont et l'aval. Alors je remets ici le schéma qui a été fait. Donc l'idée de la galerie étant faite, il fallait quand même la dimensionner. Donc les sections hydrauliques, les débits de pointe de la Tinée, c'était de 100 mètres cubes secondes en crue décennale jusqu'à près de 500 en crue milléniale, ce qui conduisait à des sections de galerie nécessaires pour évacuer ces crues de 10 à 35 mètres cubes pour des pentes qui sont relativement faibles quand même, donc des galeries de 3,5 à 4,5 km. Gros débat ensuite sur le choix du tracé. De quel côté on l'a fait, cette galerie? Sous le glissement ou en face? Sous le glissement, comme l'a expliqué Jean-Louis, la géologie était finalement plutôt favorable. On était suffisamment profond pour être, on va dire, certain de ne pas intercepter le glissement dans des terrains qui étaient homogènes, qui auraient certainement posé des problèmes, mais rien de majeur. Et puis en plus, qui aurait permis de faire drainage, quitte à faire des drains, etc. Donc, je dirais, tous les techniciens, les ingénieurs, les géologues disaient c'est la meilleure solution, mais se sont heurtés aux politiques, entre guillemets, qui ont dit non, ouais, si on fait une galerie sous le barrage, et sous le glissement, et que le glissement se déclenche à ce moment-là pendant les travaux, on va dire que c'est à cause de la galerie et tout. Donc finalement, il a été décidé de faire la galerie de l'autre côté. Ensuite, mode d'exécution traditionnel ou tunnelier, bon, débat éternel, même à l'époque, sachant qu'on imaginait quand même qu'on était dans du rocher, donc le tunnelier pouvait être envisageable. Enfin voilà. Bon, quand le choix a été fait, il a fallu de faire des reconnaissances quand même, parce qu'il n'y en avait quasiment pas eu de ce côté-là. La géologie était à l'évidence très complexe, mais il a fallu faire des reconnaissances, des très courts en hiver. Toujours pareil, il y avait le glissement qui menaçait, donc on ne pouvait pas se permettre d'attendre le printemps pour faire reconnaissance. Et donc au final, ce qui a été décidé, c'est un tracé avec 3 attaques, donc attaque amont, attaque aval, et puis le petit trait qui est ici au milieu, c'est une attaque intermédiaire pour pouvoir à terme avoir 4 fronts pour creuser cette galerie. Attaque intermédiaire qui, pour des questions de topographie, devait être en attaque descendante, donc il a fallu en plus faire un puits de secours, parce que si le glissement arrivait, il fallait qu'on puisse évacuer le personnel tant qu'il n'avait pas rejoint la galerie principale. Je vous passe les détails des... Alors voilà un peu la géologie telle qu'on peut simplifier. La géologie au niveau étude, au niveau projet. Donc ce qui a été lancé en consultation, c'est une seule galerie de 10 mètres carrés, sachant qu'il était prévu, c'était pas dans la consultation, prévu une deuxième galerie de 20 mètres carrés à réaliser ultérieurement pour évacuer les crues majeures. De 2600 mètres plus 200 mètres pour l'attaque intermédiaire avec le puits de secours. L'appel d'offres était lancé en traditionnel et les délais de creusement, 8 mois pour le creusement proprement dit, avec des avancements imaginés de 60 à 250 mètres linéaires par mois selon les horizons. La géologie a été reconnue. Alors les traits rouges, on pourrait croire que c'est des sondages, mais non, c'est des failles qui avaient été interprétées à partir de la géologie. Les sondages en dehors des zones de tête, où on a 2-3 sondages par tête, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4 sur 2600 mètres, plus un 5e qui était sur l'attaque intermédiaire. 4 qui ne vont pas tous jusqu'au niveau du tunnel. Il y a le SA sur la droite, le SC au milieu. Donc une reconnaissance qui est quand même pas très dense, mais qui avait permis de reconstituer cette géologie. Alors géologie, on retrouve le socle qui est le même qu'en face de gneiss enigmatique en partie inférieure. Les petits points, ce sont des grès et conglomérats du Verfénien. Si je continue à monter, il y a des pélites toujours du Verfénien. Ensuite, on trouve des carnioles, alors carniole supérieur, carniole inférieur. Et puis, alors là, c'est recoupé d'un certain nombre de failles, dont certaines quand même assez importantes, celle qui est vers le sondage SA. Et puis, côté amont, on a des séries qui sont complètement redressées avec des failles beaucoup plus importantes.
Donc c'est un, je dirais un schéma géologique très simplifié. Quand on regarde sur des profils, il y a quelques profils en travers qui ont été bâtis, on se rend compte qu'en fait, la position, il y a en plus des variations latérales très importantes, donc la position des contacts est vraiment très aléatoire. Du point de vue hydraulique, une nappe identifiée à environ 60 mètres, conduisant une charge d'environ 60 mètres au niveau de la galerie. Oui, je ne l'ai pas dit, la couverture de la galerie, c'est une centaine de mètres, un peu plus de 100 mètres. Voilà, donc les entreprises ont répondu en 2 mois là-dessus, donc avec un délai contractuel de 11 mois, dont 8 mois de creusement. C'est un groupement, alors à l'époque ça s'appelait Boris, Pada et Sotrabas qui ont eu le marché et qui ont progressivement découvert que, ben voilà, une anthologie, j'ai appelé ça une anthologie des problématiques en souterrain dans quasiment tous les faciès, avec des instabilités de parois en voûte, des hors-profils, des débourrages, des fontis en surface, des traitements de terrain et des voûtes parapluies, bien sûr non prévus, des venues d'eau, des impacts sur l'environnement. Alors c'est ça que je vais essayer de vous raconter très rapidement, bien sûr, un peu par type de terrain. Donc dans les fluvioglaciaires, à l'aval, il n'y a pas eu trop de problèmes. Par contre, à l'amont, on avait des terrains meubles, ça c'était attendu, des circulations d'eau qui étaient attendues, mais ça ne s'est quand même pas passé aussi bien qu'on voulait, donc avec des éboulements, nécessité de mettre en place des cintres lourds, des enfilages, des blindages du front, comme vous pouvez le voir au milieu, des cintres complètement pliés, flambés suite aux éboulements, enfin, un chantier qui commençait à devenir un petit peu dantesque, et qui s'est aggravé quand on est arrivé au contact du substratum. Donc ici, on est à l'Atacamon, la galerie avance vers la droite, et on voit sur la droite le substratum, qui ici est un substratum de gypse et de carniole. Donc, un certain nombre d'éboulements qui se produisent, et puis, à un moment, je ne sais plus pour quelle raison, on se dit, mais il doit quand même, faudrait quand même vérifier quel est le volume des terrains éboulés. Donc, il y a des sondeuses, on est en surface au bord de la route nationale, des foreuses qui vont faire des sondages. Je me souviens une foreuse qui était dans un pré, je ne sais plus, ça va être le forage 2, elle commence à creuser, au bout de 3 mètres, le vide franc, sur 30 mètres de hauteur. Ça a été une chance qu'elle ne soit pas tombée dedans. Et donc, qui ont permis de reconstituer la forme de cet éboulement avec une cavité remontant jusqu'en surface. Bon, on a traité ça avec des enfilages, des bouts de parapluie et tout ça. Et ici, il a fallu 4 mois pour franchir 20 mètres linéaires. Ensuite, on arrive dans les carnioles, gypse, calcaire, dolomie, karstifié du Muschelkalk sur 150 mètres environ. Alors, à nouveau, des débourrages. On voit sur la partie de gauche traversée d'une zone karstique, dont il y a une partie. Bon, en arrière, il y a la partie soutenue cintrée. Après, on est arrivé dans, il me semble que c'était des gypses ou je ne sais plus quoi, très sains où il n'y avait absolument aucun soutènement. Et puis, au fond, on est tombé sur une poche karstique qui s'est vidée, bon, ici de façon pas catastrophique, pas dramatique, mais bon, c'est toujours gênant sur le chantier. Et puis progressivement, des venues d'eau qui sont arrivées. Alors, un travail, ce que j'appelle travail sous cascade, ça c'est le tuyau qu'on voit, c'est un drain profond qui a été foré dans le fond. Les drains pouvaient débiter jusqu'à 100 litres d'eau dans un seul forage, et puis tout ce qui passait par ailleurs. Je vous laisse imaginer les conditions de travail pour les ouvriers. Donc, on suit ça. Alors, peut-être commencer par la droite. Vous avez ici les débits d'eau mesurés en tunnel sur une période d'1 an et demi. Au début, on a eu des pics à 200 litres par seconde. Et puis, on est resté à 150 litres par seconde pendant plus d'une année. Et ça a commencé à baisser au bout d'un moment. Des piézomètres qui existaient ou qui avaient été mis en place ont montré un rabattement de nappe bien corrélé avec les venues d'eau. La nappe a quand même été rabattue d'une 40aine de mètres au total. Alors il y en a un qui est un petit peu particulier, parce que c'est dans un contexte spécial, mais bon, avec bien sûr les problèmes d'assèchement de sources, tous les problèmes que ça peut poser pour les populations. Et puis, qui dit rabattement de nappe, rabattement et circulation d'eau un peu chargée, dit tassement.
Et vous avez donc sur la partie du bas les tassements en centimètres sur la même période, sur 3 points qui doivent être repérés sur la figure de droite, oui. Alors c'est pas des tassements énormes, c'est 7-8 cm pour les deux du haut, 15 cm pour celui du bas. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que le tracé de la galerie était ici. À l'époque où ça s'est produit, elle avançait, alors je ne sais plus au départ. Le premier fontis dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui est indiqué ici. Et puis, je ne sais plus où était le front. Enfin, comme là, ça durait 1h30, le front avançait un peu. Mais enfin, le front devait être aux environs du PZ2. Et vous voyez que la cuvette de tassement est très décalée. Elle est à presque 200 mètres du tracé de la galerie, qui montre bien des circulations d'eau particulièrement complexes. Il y a eu un petit fontis qui s'est créé au bord de cette cuvette, très loin du tunnel. Et puis, au milieu de cette cuvette, il y avait une maison qui a été bien fissurée, qu'il a fallu conforter, etc. Alors, à gauche, c'est une tentative de reconstitution de la géologie telle qu'on le faisait régulièrement à partir de levées de front et des forages de reconnaissance. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ces forages de reconnaissance. Ça a multiplié et tout. Voilà c'est un peu une imagination de ce qui pouvait se passer avec des parties calcaires, j'allais dire des blocs. C'est une vue en plan, ça, pardon. Des parties calcaires, des gypses, des zones karstiques, quelque chose qui est complètement, sinon inimaginable, en tout cas imprévisible, surtout avec le maillage de reconnaissance qu'on a fait. Et puis, donc tout ça, il y a eu un gros débat à savoir, pour traiter ces venues d'eau, s'il fallait injecter, s'il fallait drainer. On a fait des essais d'injection qui n'ont pas été, sachant que drainer, il y avait le risque de ce qui s'est passé, quoi, c'est-à-dire rabattement de nappe et donc tassement, mais finalement les injections n'ont pas été très efficaces et donc c'est surtout du drainage qui a été fait en faisant 5 drains de 40 mètres tous les 20 mètres et avec les impacts que j'évoquais sur la maison d'habitation et confortement par micropieux ou injection. Pour la cerise sur le gâteau, en hiver, tempête de neige, la route coupée, l'électricité coupée, donc pas possibilité d'utiliser les pompes de secours et la galerie a été noyée sur 450 mètres. J'arrive un matin sur le chantier, je vois quelqu'un sortir de la galerie en barque. Je me dis, c'est pas tout à fait normal ça. Donc, encore, je sais plus, plusieurs semaines ou 2-3 mois pour la vider, la remettre en état, toute la station électrique. Donc là, encore 8 mois pour avancer de 50 mètres. Alors, les pélides du Verfeigna, je dirais que par rapport au reste, c'était presque plus simple. Bon, elles étaient particulièrement très tectonisées. Vous avez au milieu une vue d'un levé géologique de front avec des failles, des pendages dans toutes les directions, etc. Donc des terrains quand même très broyés, tectonisés, des venues d'eau qui pouvaient localement être importantes, avec des instabilités en voûte, en pied droit. Vous voyez le type de travaux qu'on pouvait faire avec des étais en bois, on se débrouillait un petit peu comme on pouvait. Et finalement, dans une zone où il y avait eu une zone éboulée là, qui remontait 5 ou 6 mètres au-dessus de la galerie, ça s'est terminé là encore par une voûte parapluie et injection au coulis dur sur une quinzaine de mètres. Encore 4 mois de perdu pour avancer de 15 mètres. Et puis, je vais garder le meilleur presque pour la fin, c'est les grès du Verfeigna. Alors, grès du Verfeigna, ils étaient décrits d'après les sondages comme des grès conglomérats, des alternances de grès et de péliques compacts. Enfin, le projet prévoyait de le faire à l'explosif. Alors, effectivement, il y avait des grès compacts, mais il n'y avait pas que ça. Et donc, ça a commencé un peu par la vue qu'on voit en gauche, un débourrage de sable. Alors, en fait, il y avait beaucoup de poches de sable boulant parce qu'on était à 60 à 80 mètres de charge d'eau, de sable d'eau, et dès qu'on perçait une poche de sable, ça débourrait de façon impressionnante. Un des premiers débourrages a entraîné un ouvrier qui a eu la chance de pouvoir passer entre la paroi du tunnel et tout le train de chantier, et qui a été
emporté par la vague sur plusieurs dizaines de mètres. Il s'en est sorti avec quelques blessures, mais heureusement rien de grave. Mais voilà, c'est quelques photos les autres, des photos qui sont prises dans les cavités une fois qu'elles avaient été vidées, qui montrent un petit peu une idée de la géométrie. Et en plan à droite, c'est deux zones où on a pu, à partir des forages de reconnaissance ou des reconnaissances en vraie grandeur, reconstituer le schéma de ces poches de sable, ou en tout cas de ce qui restait une fois que ces poches avaient été vidées, donc avec des conduits qui font plusieurs dizaines de mètres de longueur, des largeurs de quelques mètres, des hauteurs de plusieurs mètres aussi. Et là, le schéma qui est à droite, c'est la zone de l'intersection avec la galerie d'attaque secondaire et la galerie principale, où des poches qu'on avait retrouvées dans l'attaque intermédiaire, on les retrouvait un peu plus loin dans la galerie principale. Donc tout ça reconnu par des sondages. Contractuellement, je ne suis même pas sûr que dans le marché, il y avait un prix de sondage de reconnaissance à l'avancement. Là, on en a fait, j'ai jamais compté, mais je pense qu'il y en a eu plusieurs centaines de mètres, dont certains de 100 mètres pour aller d'un front à l'autre, etc. Bon, donc voilà, reconnaissance systématique à l'avancement pour anticiper la géométrie des poches, plus drainer Sénat, avec un débourrage majeur PM510, c'est là, je vous disais, galerie envahie sur 50 mètres, tout le train ensablé. Ça doit être la photo qui est ici. Donc ça, finalement, il a fallu le traiter. Enfin, ça a été traité par de l'injection à l'avancement et depuis la surface. Avancement, donc c'est la photo de gauche, vous voyez le masque en béton armé qui devait faire, je crois, 1 mètre, 1 mètre 50 d'épaisseur, les forages traversant le masque, forage de 15 à 25 mètres avec injection microsol parce que ce sable était quand même relativement fin, et également des forages d'injection depuis la surface. Et malgré ça, et une fois que la nappe, parce qu'avec tous ces forages, il y a aussi du drainage, la nappe a été rabattue, de temps en temps, on voit sur la figure de gauche des petites taches grises qui correspondent aux zones d'injection, celles qu'on voit en clé de voûte et les dents du graissin, donc c'est juste une petite tache. Mais tout le sable n'a pas été traité, et je me rappelle encore de ce front où la pelle venait dégager le sable qui coulait, puis ça faisait vraiment le sablier. Dès qu'il enlevait une pelle, ça se mettait à recouler, etc. Donc là, c'était moins gênant parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais bon. Et voilà un peu la géologie, là encore, telle qu'on a pu la reconstituer après tous ces forages d'injection de reconnaissance depuis la surface. Donc, contact entre le socle, et la zone du verre phényen. La coupe verticale correspond à peu près à ce qu'on pouvait attendre, mais des alternances de grès dur, de grès tendre et de sable consolidé, dont à partir de quelques forages, il était très difficile d'imaginer la continuité. Et puis, bon, tout ça, ça a quand même duré. Il y a eu, je ne sais plus, au total plusieurs centaines de mètres cubes ou quelques milliers de mètres cubes qui ont débourré, qui ont été évacués. Donc, ces mètres cubes, ils venaient bien de quelque part. Et alors, je ne sais plus combien de temps après le passage du tunnelier, sur un petit chemin d'accès menant à la maison, le fontis qui a débouché en surface. Donc, voilà. Reconnaissance, traitement, etc. Là, il a fallu 14 mois pour avancer de 50 mètres. Et puis, dernier, c'est les gneiss du socle. Alors, par rapport au reste, c'était facile. Je dirais, la difficulté, c'était un peu le début du chantier, donc ça a été assez mal vécu. C'est que ces gneiss étaient fortement fracturés, altérés, et avec en plus des joints graphitiques qu'on vient assez bien sur la face verticale. Donc, beaucoup d'instabilité, dont certaines qui se produisaient en arrière du front, donc que pour la sécurité des mineurs et pour l'endommagement du matériel, donc qui ont dû être gérés par un renforcement des soutènements, plus des petites particularités géologiques, comme on le voit sur la droite, avec le socle qui est au-dessus des grès du verre phényen, une cavité, et tout ça sur un même front de 10 mètres carrés de section. Alors, conséquence, le planning chemin de fer à droite, planning initial en bleu, on retrouve les 8 mois dont je vous parlais, l'attaque intermédiaire donc étant quelque part au milieu. Le planning réel en rouge. Alors
on voit qu'il n'y a pas beaucoup de zones où on a pu respecter les cadences qui étaient prévues au tunnelier. Donc déjà, quand il n'y avait pas de difficultés majeures, ça allait beaucoup plus lentement. Et puis on voit les zones de stagnation des fronts, l'injection de 50 mètres sur l'attaque aval, de 15 mètres sur l'attaque intermédiaire amont, galerie noyée, les 250 litres par seconde ici, encore des injections là, la voûte de parapluie encore à gauche. Donc augmentation du délai de 3 mois, le budget évidemment dans les mêmes proportions, d'où le creusement de la galerie de 20 mètres carrés qui devait se faire plus tard, qui a été repoussé sine die, n'est toujours pas faite, parce qu'entre-temps, le graphique que j'avais préparé pour aujourd'hui, là, s'arrêtait juste avant le pic. En fait, je connaissais la fin de l'histoire, mais au moment où on a fait toutes ces études et puis lancé des travaux, le glissement s'est très fortement ralenti. Alors, je n'avais pas les mesures au-delà de 92, mais je crois que ça c'est largement, enfin le ralentissement s'est largement confirmé. Donc maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça bouge toujours, mais à des vitesses, on va dire, normales. Et donc, voilà. Et la galerie, je crois, a été utilisée une fois, non pas à cause du glissement, mais pour une raison que je n'ai pas su, et parce que cette galerie était évidemment revêtue après, et le béton intérieur a beaucoup souffert par l'érosion, par les blocs, etc. Alors là, pour l'instant, il en manque une, là. Comment on fait pour revenir en arrière? Ça va marcher. Voilà. Donc, à la différence d'autres présentations, je n'ai pas fait de parallèle entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant, mais essayer de tirer quelques enseignements et voir comment, je ne dirais pas, ce chantier n'a peut-être pas contribué, mais qu'est-ce qui aurait pu changer si ça se faisait maintenant. Donc, sur le glissement de la Clapière, comme l'a dit Jean-Louis, c'est un des tout premiers très grands glissements suivis et auscultés de façon approfondie. Donc c'était une référence qui a servi de support à de nombreuses recherches ultérieures. Bon, d'abord, à une époque, on n'était quand même pas complètement rassurés, et puis parce que c'est un sujet intéressant, les corrélations entre les vitesses et la pluviométrie, etc. etc. L'autre sujet qu'avait évoqué Jean-Louis, c'est la mise en œuvre d'une auscultation progressivement automatisée et en temps réel, donc une première à l'époque, particulièrement utile pour la gestion des risques, puisque en fonction des mouvements qui étaient faits au bout d'un certain temps tous les jours, il y avait des alertes aux autorités en disant il faut évacuer, il faut évacuer, etc. Galerie de dérivation, je pense qu'on peut dire que c'est un projet qui a été mal étudié, non déplaise aux gens qui ont fait des études, essentiellement du fait des délais, et donc nécessité d'une adaptation constante des méthodes de creusement, de soutènement. Ça, c'est toujours le cas, en tout cas dans les chantiers en souterrain, mais même au tunnelier. Moi, je considère qu'avec le recul, on peut dire qu'un tunnelier n'aurait probablement pas été plus performant, et je pèse mes mots, je pense que ça aurait été une catastrophe même, mais le rôle majeur du suivi géologique et des reconnaissances à l'avancement qui était loin d'être systématique à l'époque, et là, on a pu terminer le chantier grâce à ce suivi et à ces reconnaissances. Impact sur l'environnement parfois significatif, même à moyenne profondeur et en contexte non urbain. Les problèmes de tassement sur les avoisinants, c'est pas que dans les villes. Et puis, la question de analyse de risque et contractualisation des aléas qui, je dirais pas qui était inexistante, mais enfin, en tout cas qui avait guère été formalisée, c'est un euphémisme sur ce chantier-là. Je pense que ça, par contre, on ne le ferait plus de la même façon, et les recommandations à test ont certainement beaucoup apporté à ce sujet-là. Je vous remercie.